Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Masolo Yakati, hors série consacré à la République démocratique du Congo face au Covid-19. Au micro, Trésor Kibangula pour ce nouvel épisode, une question essentielle. Comment le Congo organise-t-il sa riposte? Pour en parler, deux médecins, l'un se trouve au cœur même de la stratégie de riposte mise en place par l'État congolais, Dr Roger Kamba. Il est conseiller spécial du président de la République en charge de la couverture maladie universelle et surtout coordonnateur de la task force présidentielle. Bonjour Dr Roger Kamba. Oui, bonjour Monsieur Trésor Kibangula. L'autre médecin se trouve sur le terrain. Il travaille dans un hôpital à Kinshasa et s'intéresse aux questions épidémiologiques. Dr Dick Chaka, bonjour. Bonjour Trésor. Des mesures barrières contre le coronavirus obligent. Je rappelle que nous enregistrons cet échange Masolo Yakati à distance. D'entrée de jeu, Dr Roger Kamba, pouvez-vous nous faire un point rapide de la situation un mois jour pour jour après la déclaration du premier cas? En termes de nombre de cas et puis d'évolution de la pandémie en RDC, j'ai les éléments d'hier parce qu'en fait, des éléments sont donnés en fin de journée. Donc hier, 9 avril, on avait 215 malades. On a eu 20 morts et tous les malades sont pour l'instant en prise en charge de manière assez correcte dans la mesure où ils sont médicalisés et avec le protocole qui ont été émis par l'équipe de la riposte. On a eu 24 à 48 heures sans décès. On est plus ou moins à ces chiffres-là que je viens de vous donner pour la date du 9 avril. Donc déjà plus de 200 personnes ont été testées positives au Covid-19. Est-ce que sur le terrain, on a constaté ces contaminations locales qui se font de plus en plus? Avant, c'était plus des gens qui venaient de l'extérieur. Maintenant, le virus répand plus à l'intérieur des communautés? Et effectivement, comme venait de le dire Dr Roger, que je salue en passant, on est à plus ou moins 215 cas confirmés aujourd'hui. Il est évident que le nombre paraît petit par rapport à la population de Kinshasa, mais quand on le corrèle un tout petit peu au nombre de tests qui sont faits, récemment encore il y a 2 jours, on était autour de 700 tests. Hier, l'équipe a signalé 98 tests réalisés. On est autour d'une certaine prévalence de 17%. Donc, les nombres de cas ne sont pas, je peux dire qu'ils sont pas très importants, mais c'est déjà le moment de nous permettre de mettre en place des mécanismes appropriés pour prendre en charge déjà ces cas que nous avons, afin que nous soyons aussi en mesure de pouvoir répondre efficacement au cas où le nombre de malades nécessitant une prise en charge devenait encore plus important. On a de plus en plus un nombre plus élevé de cas autochtones que de cas importés, parce que tout simplement, on n'est plus en contact avec le milieu extérieur et le virus est en train de se transmettre au niveau interne. Mais en termes médicaux, vous savez qu'il n'est pas cliniquement possible de faire la part des choses entre un cas autochtone et un cas importé. Les signes que présente un cas autochtone sont les mêmes, mais c'est plutôt dans l'anamnèse, dans l'histoire, qu'on essaie d'étudier les circonstances dans lesquelles la personne peut avoir été en contact, qu'on peut découvrir qu'effectivement, il s'agit d'un cas soit importé, soit un cas local. Et docteur Roger Kamba, est-ce qu'à votre niveau, vous avez déjà des projections sur le nombre de personnes qui pourraient être infectées au Congo? Non, malheureusement, on n'a pas de projection parce que on n'a pas la prétention de connaître l'évolution des courbes de diffusion de cette maladie dans nos communautés. Si par contre on regarde les courbes qui sont passées ailleurs, avec après 4, 5, 6 semaines, on voit une flambée très importante. On pourrait en ce moment-là avoir des projections qui peuvent, de mon point de vue, très rapidement monter à des dizaines de milliers de cas, si jamais le virus se comportait de la même manière qu'il s'est comporté ailleurs. Très honnêtement, je viens de finir une réunion avec l'équipe de la prise en charge du professeur Kayembe. Et donc, nous étions justement en train de discuter sur le nombre de cas et je n'ai pas la réponse précise. Peut-être qu'un point de vue épidémiologique de Dr Dirk peut nous éclairer là-dessus. Dr Dirk? Oui, le docteur Roger a tout à fait raison. On est en train d'observer que la courbe en Afrique ne suit pas forcément les mêmes pentes qu'on a connues dans les autres pays. Mais on sait qu'à cela, il se pose
préalable majeur. C'est notre capacité à dépister le plus grand nombre de personnes. Alors, il est évident que le taux de pénétration de la maladie dépend naturellement des mesures qui sont mises en place très rapidement pour éviter la contagiosité, c'est-à-dire la transmission de la maladie d'une personne à une autre. Mais en Afrique, il se fait qu'on a une tendance à observer un certain ralentissement. On ne sait pas encore l'expliquer jusque-là et vous savez que cette maladie, on la découvre pendant qu'elle est en train déjà de mettre tout le monde mal au point. Donc, nous pensons, je pense aussi que la courbe de la RDC pourrait ne pas être celle d'ailleurs, mais il n'est pas exclu que vu la densité que nous avons ici à Kinshasa, nous ayons des milliers de cas. Cela peut être relativement un taux très faible par rapport à un nombre de contaminations ailleurs, mais quand vous faites le 1% de 12 millions, vous comprenez que ça peut être un nombre très important. Tant que nous ne sommes pas en mesure de faire des dépistages des grands nombres de personnes par jour, il y a des pays qui vous font 10 000, 100 000 tests par jour. Et donc, ceux-là peuvent avoir une grande perception de la courbe de transmission dans leur population. Chez nous, nous sommes encore vraiment à des taux très faibles. Peut-être qu'en augmentant notre capacité diagnostique, nous aurons une réelle perception de l'impact et de la contagiosité de la maladie dans la population. Entre-temps, comme on a encore cette faiblesse dans la capacité de diagnostic, qu'est-ce qu'on fait, Dr Roger Kamba? Il y a, lors de notre premier podcast, Comment limiter les dégâts, le professeur Ronald Waldman de l'Université George Washington a formulé une proposition. Elle consistait à isoler les personnes à risque et, entre-temps, à essayer de constituer une immunité collective en RDC. Est-ce que cette option est envisageable? Sur le plan théorique, c'est peut-être la meilleure chose à faire, isoler et puis laisser un petit peu la maladie se développer au niveau des personnes qui ne sont pas très à risque pour que l'immunité collective se développe. Alors, je constate deux choses. Premièrement, nous avons quand même, et ça, je pense, de mon point de vue, c'est assez positif, nous avons quand même une architecture d'âge qui est complètement différente de l'architecture qu'on peut voir en Occident, c'est-à-dire on a des personnes âgées au-delà de 65 ans qui sont peut-être aux alentours de 2-3%, donc ce qui est quand même assez bas par rapport à l'Occident. Or, c'est là-dedans qu'on voit plus de cas de mortalité. Mais, ceci dit, chez nous, on a vu que l'importance de la prise en charge est capitale parce que nous avons un taux on a un nombre de malades dans la tranche d'âge inférieur à 60 ans qui est très élevé et on devrait avoir moins de morts. Mais on s'est rendu compte quand même que chez nous, à cause peut-être de la faiblesse de la prise en charge, on a eu un taux de mortalité très élevé. Donc, avec ces deux éléments-là, on peut se dire, OK, si vraiment on améliore la prise en charge, on peut espérer que malgré le nombre de malades élevé, on peut avoir un taux de mortalité assez bas étant donné le nombre de personnes âgées qui est faible. Mais ça, la condition, c'est qu'on améliore la prise en charge. Ceci dit, la prise en charge de milliers de gens, même si elle est bien organisée, ne va quand même pas répondre aux besoins et donc la mortalité sera quand même assez importante. Donc, je crois que ce qui est fait pour l'instant, c'est d'essayer de traiter très rapidement les malades qui sont diagnostiqués. Et puis, la discussion que j'ai eue avec le professeur KMB, c'est qu'on est en train de se demander si on n'améliore pas significativement les tests à faire, parce que pour l'instant, par exemple, on arrive à faire, comme a dit le docteur Dirk, qu'hier c'était 98 tests, ça montre que c'est très très faible. Est-ce qu'on peut imaginer qu'on puisse traiter les gens sur base syndromique, sur base des symptômes qui se présentent, qui constituent un ensemble qu'on peut imaginer que ce soit proche? Le problème, c'est que la grippe ordinaire fait la même chose, le paludisme peut commencer de la même manière. Donc, on est assez embêté entre le nombre de tests qui est faible et la stratégie à prendre. Maintenant, par rapport à la proposition d'isoler les personnes, la densité dans nos maisons est telle que isoler les gens, c'est compliqué. On voit qu'en dehors de Gombe, qu'on peut quand même plus ou moins isoler, le reste, c'est très, très difficile. Donc, est-ce que c'est la même stratégie qu'on doit avoir? Je ne sais pas. Il faut protéger les personnes âgées, les personnes à risque, oui, mais les protéger comment quand les gens sont dans une même maison à 5, 6, 7, parfois 10 personnes pour 2 ou 3 pièces. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, peut-être dire on va généraliser les masques et les rendre obligatoires tout en espérant que, étant donné que c'est une communauté très jeune qui risque d'être touchée, qu'on aura moins de malades graves. En tout cas, nous sommes en train de réfléchir sur un certain nombre de pistes d'adaptation des mesures de confinement et de distanciation sociale par rapport à nos milieux à nous. Et ce n'est pas évident d'aller vers ce qu'on a vu dans d'autres pays qui peut se faire de manière assez facile parce que les conditions le permettent. Chez nous, c'est très difficile. Est-ce que vous prenez aussi en compte le fait qu'il y a assez d'inégalités sociales en République démocratique du Congo et que le confinement à Gombe, par exemple, peut marcher parce que les gens à Gombe
ont la capacité de faire des provisions et qu'ailleurs, par exemple à Ngaba ou dans d'autres quartiers populaires de Kinshasa, ce serait difficile pour ces populations de se confiner, de rester chez eux alors qu'ils vivent le jour le jour. Comment est-ce que vous, à votre niveau, vous réfléchissez à ces confinements qui s'annoncent progressifs? Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que nous qui devons répondre à cette question. L'OMS même a dit qu'on doit adapter le confinement à chaque pays et à chaque nation parce qu'on n'a pas les mêmes conditions. Je l'ai dit au début, on n'a pas les mêmes conditions pour appliquer de façon stricte les choses qui sont faites ailleurs. Nous avons effectivement commencé par Gombe pour deux raisons. Premièrement, c'est là où il y avait le plus de malades. Et deuxièmement, c'est là où c'était plus ou moins facile à faire. Donc, ça permettait déjà de voir un peu comment est-ce qu'on peut le faire. Mais deuxièmement, on ne pense pas seulement que le confinement doit s'appliquer comme ailleurs et on pense à d'autres stratégies. Par exemple, là, je suis en train de travailler avec une équipe pour qu'avec des drones, on puisse commencer à repérer les gens qui font de la fièvre. Donc, avec des capteurs thermiques, avec des drones, on peut quand même surveiller pour détecter très rapidement les gens qui présentent des symptômes pour éventuellement aller plutôt vers un système de surveillance plus équilibré que confiner. Je vous ai dit au départ que confiner les gens qui sont à 15 dans 2 pièces, c'est très difficile parce que les toilettes sont à l'extérieur, parce que pour manger, il faut aller au marché. C'est vraiment compliqué et c'est un travail que nous sommes en train de faire pour tenir compte réellement de l'efficacité du confinement. Parce qu'il ne faut pas que la réponse devienne plus dangereuse que le problème qu'on veut résoudre. Il faut quand même, effectivement, ne pas rendre les gens plus affamés encore qu'ils ne le sont, avec le taux de malnutrition que nous avons. En fait, c'est toutes ces réflexions-là que nous faisons au niveau de la task force. Qu'en est-il du traitement par la chloroquine? Le président avait demandé à la task force d'y réfléchir. Où en est-on? Oui, alors c'est le protocole. Dès le départ, au niveau de la task force, on a demandé que on a fait une réunion avec le professeur KMB. C'est nous qui avions proposé effectivement à ce moment-là qu'on traite les malades, tous ceux qui sont positifs. C'est pas un pari nécessairement établi sur le plan scientifique parce que quand même la discussion n'est pas tranchée encore sur la chloroquine. Donc, mais c'est juste un pari parce que entre acheter des milliers de respirateurs, donc avoir des milliers d'équipes capables de les utiliser, de stabiliser les patients, c'est très difficile de monter en puissance comme ça à l'échelle en temps de crise. C'est très difficile. On le voit même dans les pays développés comment c'est difficile. Donc, on a fait ce pari-là de dire on va miser sur un traitement qui semble donner des résultats et traiter dès la positivité de test tous les patients. Alors, la question, comme je disais, c'est la disponibilité de ces médicaments. Là, je pense qu'on a déjà au moins 10 000 doses qui sont arrivées. Très probablement, on va avoir encore plus dans la semaine qui arrive. Mais ça reste des médicaments, ça reste quand même des problèmes d'effets secondaires qui peuvent apparaître. Mais c'est le pari qu'on a fait parce que l'autre pari, c'est de dire, OK, on confine, on prévient et puis on traite en masse les malades qui arrivent en soins intensifs. Mais ça, ce pari-là est très difficile à faire. Donc, ce protocole-là, c'est celui que nous avons retenu. Et nous ne pouvons pas encore donner des résultats pour dire il marche très bien. On ne peut pas encore le dire. Il faut nous laisser encore quelques temps. Est-ce que c'est un pari tenable? Docteur Dirk Chaka? On sait tous que les médicaments ont généralement des effets secondaires, mais on va toujours mesurer l'effet bénéfique, le risque à prendre. On est face à une pandémie, une nouvelle maladie. Tout le monde essaie de trouver la bonne formule pour surtout réduire le taux de mortalité, permettre très rapidement de mettre en place des mécanismes, une réponse thérapeutique qui convienne et qui donne des résultats. Il n'y a pas que la chloroquine, il y a plusieurs personnes qui proposent beaucoup de choses, mais dans l'entretemps, au moins, on a certaines molécules qui semblent donner des réponses favorables. Il ne faut pas avoir peur de les utiliser à partir du moment où les effets secondaires aussi sont connus. Donc, il serait plutôt adapté, en même temps que l'on choisit d'utiliser ces molécules, d'avoir en même temps la possibilité de pouvoir mettre en place les mécanismes de prise en charge des complications que peut susciter l'utilisation de ces molécules. Et ça, je pense qu'une certaine expérience existe dans un pays comme le nôtre à forte prévalence de paludisme où la chloroquine était utilisée déjà quelques années, il y a de cela quelques années. Mais je voulais aussi placer un petit mot par rapport à ce que le docteur Roger venait de dire, par rapport à ce défi lié à la prise en charge de malades. Il est important de pouvoir effectivement améliorer le plateau médical, les structures qui prennent en charge les malades qui sont hospitalisés. Cela pourra naturellement avoir un impact positif sur la confiance, parce qu'un malade qui ne se sent pas pris en charge correctement peut influencer négativement toutes les personnes qui, elles aussi, pourraient être ses contacts ou qui pourraient être la cible d'un test
en pensant par exemple que si lorsque nous sommes diagnostiqués, nous ne sommes pas pris en charge correctement et donc l'hôpital peut être un lieu à éviter. Pour éviter cela, effectivement, il est important d'améliorer les conditions de prise en charge, mais aussi l'ensemble du plateau technique, du plateau médical dans les structures qui sont destinées à la prise en charge de malades du Covid. D'autant plus que beaucoup de malades dépistés positifs peuvent ne pas non plus présenter des grands signes ou bien des problèmes particuliers. Donc, par rapport à cela, je pense qu'en parallèle avec l'amélioration de notre plateau médical et tout le reste, il est aussi important de pouvoir créer les bonnes conditions d'accueil des malades, mais aussi leur créer un environnement propice pour faire face à la maladie et être soigné dans les meilleures conditions possibles. On va revenir sur l'appareil, le système de santé congolais, mais là, vous soulevez aussi une question de protection sociale, parce que le COVID-19 est aussi révélateur des inégalités sociales. Est-ce qu'aujourd'hui, un malade COVID pauvre peut être soigné de la même manière, accéder aux soins de la même manière qu'un malade de COVID riche? Déjà, il faut savoir que moi, au départ, je suis conseiller spécial en charge de la couverture maladie universelle. Donc, j'étais déjà en train de travailler depuis 1 an sur ce problème de l'accès aux soins de qualité sans se ruiner financièrement. Donc, de l'équité en termes de soins. Et le Covid nous donne l'opportunité justement d'appliquer cela. Et donc, la première des choses que nous avions décidé quand on a commencé, c'est que ces soins de Covid doivent être gratuits. Aussi bien le dépistage que la prise en charge. Donc, pour l'instant, j'ai écrit une lettre il y a 1 semaine pour saisir l'hôpital du Cinquantenaire. Je reviens à ce que le docteur Dirk disait, pour qu'on ait un endroit spécialisé où, premièrement, on peut avoir les malades dans des bonnes conditions. Le Cinquantenaire est capable de ça parce que c'est un hôpital qui était malheureusement vide, alors qu'il a un très beau plateau technique, alors qu'il a des capacités d'accueil qui peuvent monter jusqu'à 1300 lits. Et où il y a une cantine de l'hôpital qui permet à ce que les malades puissent être nourris. Donc, un minimum de conditions. Mais ces minimums de conditions-là doivent être accompagnés d'une organisation qui permette à fait que tous les malades en fait puissent être logés à la même enseigne. Donc, ce que j'ai fait moi au niveau de la task force, c'est que j'ai demandé que l'hôpital du Cinquantenaire soit spécialisé parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, mieux vaudrait dans un premier temps, étant donné qu'on n'a pas encore beaucoup de malades, les mettre ensemble, ces moyens-là, pour que les malades déjà accèdent à des conditions de soins de bonne qualité, mais aussi pour que les équipes apprennent les routines, de telle sorte qu'ensuite on les décentralise en sachant déjà tous les protocoles, tous les circuits, comment on s'habille, comment on rentre dans la chambre du malade, comment on se protège, comment on se déshabille, et puis quels sont les protocoles utilisés, quels sont les défis alimentaires qui sont posés, quels sont les défis. Et ça nous permet en fait de commencer à apprendre un tout petit peu à la prise en charge des malades dans le cadre de la couverture maladie universelle, c'est-à-dire que la protection financière ainsi que l'offre de soins de qualité par rapport aux patients dans une équité, c'est-à-dire dans le fait que tout le monde accède aux mêmes soins sans nécessairement tenir compte de la capacité financière de chacun. Donc, les soins sont gratuits. Et du côté de médecin, docteur Dirk Chaka, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a du personnel médical aujourd'hui suffisamment formé à la réanimation, par exemple? Comment est-ce que les soignants sont protégés? Ont-ils suffisamment de masques si demain il y avait beaucoup de cas? Comment ça se passe sur le terrain? On a des réels soucis avec le docteur Dirk pour la qualité du son. Docteur Roger Kamba, qu'est-ce que l'équipe de la riposte fait justement pour les personnels soignants en RDC pour qu'ils se retrouvent dans de bonnes conditions face à ces virus? Oui, alors 2 choses. Premièrement, et je crois comprendre un peu ce que le docteur Dirk voulait dire, c'est qu'au départ, effectivement, c'était difficile dans la mesure où la prise en charge n'avait pas été bien structurée et ce qui a expliqué d'ailleurs un taux de mortalité assez élevé par rapport à d'autres pays. Mais très rapidement, donc, les équipes d'anesthésistes réanimateurs se sont organisées et je venais justement de finir la réunion avec ces équipes-là, avec le professeur Kayembe qui est chargé de la prise en charge. Les équipes sont disponibles, elles sont prêtes. Vu le nombre de cas que nous avons pour l'instant, elles sont suffisantes. Parce que on a à peu près plus de 200, on a 215 cas, mais c'est pas tout le monde qui a besoin de réanimation. On a, par exemple, au jour d'aujourd'hui, un seul malade qui est sous oxygène, qui n'est pas intubé, mais qui est sous oxygène.
Ça montre bien que pour l'instant, les équipes sont suffisantes. Mais si on pense qu'on va avoir une montée en puissance très élevée, on risque de ne pas avoir suffisamment de main-d'œuvre. Ça, c'est par rapport à la capacité. Maintenant, par rapport à leur protection, au début, encore une fois, on n'avait pas assez de tenues pour la protection et les circuits de circulation vers ces zones rouges, comme on dit, les zones dans lesquelles se trouvent les patients, n'étaient pas bien définis. Il y a eu peut-être au départ un manque de protection. Mais maintenant, c'est de plus en plus clair et c'est mieux structuré. Et d'autre part, on a au niveau de l'équipe de la riposte suffisamment de tenues maintenant de protection pour que les équipes puissent entrer en sécurité dans les zones rouges. On a vu d'autres pays comme le Rwanda construire des centres de traitement dans des camps militaires. Au Nigeria, il y a eu des stades qui ont été réquisitionnés pour qu'on construise des centres médicaux à l'intérieur. Qu'est-ce que la RDC fait pour se préparer à de telles éventualités, des cas où il y aurait des multiplications des cas de Covid? Bon, je pense qu'il ne faut pas nécessairement faire tout ce que les autres font. Il faut quand même faire des choses intelligentes par rapport à chaque condition. Nous, on avait déjà un taux d'occupation de lits qui était très faible. Donc, améliorer très rapidement nos hôpitaux qui sont quasiment vides, c'est déjà augmenter la capacité d'accueil. Je vous donne l'exemple. L'hôpital du Cinquantenaire, c'est une capacité qui peut monter à 1300 lits. Quand on pense qu'on a à peine une quinzaine de malades au Cinquantenaire, malades Covid au Cinquantenaire, ça montre bien qu'il y a encore de la marge. Mais quand bien même on montrait un nombre de cas, on peut imaginer des solutions comme les écoles, par exemple, qui sont vides. Ce sont déjà des structures bien faites, avec une protection contre les intempéries, que l'on peut très rapidement aménager au lieu nécessairement d'aller faire des camps, aller faire des hôpitaux militaires dans des stades. Déjà, si on pouvait juste équiper les écoles en nombre de lits, et un centre de prise en charge plus élaboré. De mon point de vue, c'est des choses qui peuvent être plus facilement faisables que de monter des hôpitaux de camp et tout ça, des hôpitaux militaires et des hôpitaux dans des stades comme on a pu voir ailleurs. C'est faisable, donc est-ce que ça veut dire que le pays pense à les faire? Oui, bien sûr. C'est que nous disons, voilà, on suit un peu les courbes, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas où ça va aller. Mais on est en train de monter en puissance en termes de nombre de lits qu'on doit disponibiliser pour les soins. Docteur Duc, je pense qu'il est revenu. Oui. Docteur, comme vous êtes sur le terrain, comment se porte le système de santé congolais face à ces virus? Est-ce que vous êtes protégés, vous, les personnels soignants? On peut dire que la situation est un peu complexe. Comme je disais tout à l'heure, la symptomatologie que présentent les cas du Covid est pratiquement la même que la plupart des pathologies. Donc, il sera très important de mettre en place dans les structures, même celles qui ne sont pas destinées à la prise en charge du Covid, processus de protection du personnel, que ça soit en termes de mesures à observer, en termes de conditionnement, parce que en fin de compte, tous les personnels médicaux ne sachant pas avoir le kit de protection, on doit mettre en place un protocole qui aide les personnes ou les personnels soignants d'autres structures à mettre en place un dispositif qui les mette à l'abri, disons, je peux dire, qui diminue le facteur de risque de contamination au Covid. Et pour ça, je pense aussi qu'il y a un travail qui doit être fait. Ça, c'est un aspect. Mais de l'autre côté, en parlant du système de santé en général, je suis d'avis que c'est dans les périodes difficiles comme celle-ci que certains États ont eu à améliorer leur système, que ce soit le système de santé. Donc, je suis d'avis que les structures de la RDC, les structures médicales de la RDC devraient profiter de ce moment pour pouvoir élever leur plateau médical, leur plateau technique, et le gouvernement, à travers ce processus de riposte contre le Covid, mettre en place un mécanisme d'équipement, d'amélioration de l'infrastructure hospitalière pour qu'en fin de compte, même quand on aura été à bout de cette épidémie, les structures aient bénéficié d'un standing de prise en charge qui leur permet de faire face à d'autres types de challenges qui peuvent se poser à l'avenir. Ceci ramène à une question de transparence. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, on sait combien de lits on a de disponibles, combien de respirateurs, combien de tests sont faits? Vous avez dit 80 par jour. Est-ce qu'à ces questions-là, les Congolais peuvent avoir des réponses aujourd'hui? Bon, combien de lits? Bon, moi, j'ai la petite chance d'avoir, comme je vous ai dit là, d'être au conseil spécial en charge de couverture santé universelle. Donc, on travaillait sur l'amélioration déjà
du système de santé. Nous avons 516 zones de santé parce que après la conférence d'Almata, notre système de santé était divisé en zones. Et chaque zone de santé est entourée d'un certain nombre de ce qu'on appelle aires de santé. Au total, on a 7500 aires de santé. Mais chaque zone de santé doit en principe avoir un hôpital de référence. Nous avons à peu près 400 hôpitaux de référence. Ça montre déjà qu'il y a un gap de 116 hôpitaux qui manquent déjà en temps normal. Maintenant, sur les 400 hôpitaux de référence, on en a à peu près 200 qui sont des hôpitaux publics de l'État et 200 qui relèvent de toutes les confessions religieuses, en fait, du privé non lucratif et très peu d'hôpitaux du privé lucratif. Et en termes de aires de santé, c'est-à-dire là partout où on doit avoir un centre de santé, eh ben on a 1000 aires de santé sur 7500 qui sont construites en dur, alors que les autres, donc les 6500 à peu près, ils sont en daube et ils ne sont pas vraiment construits en dur. Donc les capacités du système sont très 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 faibles. Maintenant, quand on dit qu'il y en a 200 hôpitaux publics de l'État, on peut imaginer maintenant la qualité de ces hôpitaux publics. Cette qualité était tellement mauvaise qu'on avait un taux d'occupation de lits de 30% à peu près, 30 à 35%. Ça montre bien même quand on dira on a 500 lits, si on utilise seulement 300 lits, 30% plus tôt, parce que les gens ne pouvaient pas accéder aux soins de santé à cause du fait que les gens payaient eux-mêmes les soins, donc ils préfèrent aller ailleurs, et surtout quand ils trouvent des soins de mauvaise qualité, ils vont pas aller. Donc on a de challenges d'amélioration du système de santé dans tous les domaines, aussi bien dans les infrastructures que dans la qualité des ressources humaines, mais aussi dans la prise en charge de la protection financière pour que les malades commencent à repartir aussi vers les hôpitaux, étant donné qu'ils seront protégés financièrement. C'est pour ça que je dis que le Covid nous donne une occasion assez importante d'expérimenter la prise en charge par le système de santé de cette protection financière. Donc voilà un tout petit peu le tableau du système de santé, de l'offre de soins tel que on l'a actuellement. Est-ce que Dr Dirk a un mot à ajouter là-dessus? C'est très intéressant les différentes statistiques que vient de présenter le Dr Roger. Ça démontre le problème. Et il est aussi autant important qu'au même temps qu'on a posé le problème, qu'on réfléchisse effectivement à des solutions qui nous permettent d'en sortir. Et l'un des défis, comme venait de dire Dr Roger, c'est la couverture santé à ce stade. Peut-on parler de la couverture santé? Bon, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est l'État qui prend en charge. Et notre plus grande opportunité, c'est que les cas sont très peu nombreux. Mais vous imaginez bien que si nous passons à des échelles des milliers de cas, il ne sera pas du tout aisé de pouvoir assurer de manière effective cette prise en charge en intrant, en personnel, la prise en charge de l'ensemble du circuit, que ce soit en termes de besoins logistiques, alimentation et tout le reste des malades. C'est un gros challenge. Et nous pensons, comme disait le docteur Roger, que c'est une opportunité de se poser des bonnes questions et de mettre en place des dispositifs pérennes. Ça veut dire mettre en place des processus qui permettent qu'au-delà de cette urgence, les structures qui vont être concernées et des mécanismes par lesquels elles peuvent perpétuer les bonnes pratiques. Par rapport aux zones de santé et aux différentes structures hospitalières publiques en particulier, qui aujourd'hui sont en première ligne pour la riposte, c'est donc aussi une opportunité de leur doter et des infrastructures minimales, je peux dire, acceptables, mais aussi des plateaux techniques qui peuvent leur permettre de ne plus être effectivement des lieux que les malades fuient, et qu'après cela, une amélioration permette de plus en plus que ces structures répondent aux défis de prise en charge médicale de qualité de la population. En même temps que cette couverture santé universelle sera en train d'être mise en place, l'infrastructure nécessaire aura précédé. Et donc, cette crise de Covid permet de mobiliser le fonds pour ça. Et donc, ces fonds peuvent être, si ils sont orientés de la meilleure façon, permettent de répondre aux défis logistiques des restructurations de nos structures, permettent d'être un premier pas vers une couverture santé de qualité dans lesquelles les structures médicales publiques peuvent être en première ligne et faire bénéficier à la population congolaise de soins de qualité et aussi assurer un accès de santé à tout le monde dans les plus petits recoins du pays à travers un système intégré et efficient. Est-ce que, docteur Roger, cela passerait par l'amélioration du taux de la dotation budgétaire allouée à la santé, par exemple? Bien sûr que déjà, on avait proposé cela. On avait proposé parce que le budget de la santé a toujours été ridicule dans ce pays depuis des années.
parce qu'on n'avait pas encore pris conscience que une population en meilleure santé, c'est une population plus productive au niveau économique. Pourtant, on a vu que ce sont les premières mesures qu'ont prises certains pays, notamment les pays d'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, c'était la protection sociale et notamment la protection de la santé. Il faut effectivement augmenter le budget de l'État, mais il faut aussi des ressources additionnelles en interne. C'est-à-dire qu'il faut que la solidarité nationale s'organise parce que on voit dans les pays développés qu'il y a un système de solidarité nationale qu'on peut développer chez nous. Moi, je dis toujours et je répète que quand on voit les ressources financières qui circulent dans notre pays, le plus grand problème, c'est l'organisation. Et cette confiance qu'on doit donner à la population en disant, écoutez, vous participez à cette solidarité santé, mais vous avez raison d'y participer parce que voici le système de santé que nous vous donnons et qui permet de répondre vraiment effectivement à votre besoin. Moi, je pense que la population congolaise n'est pas différente des autres. Si la confiance est là dans le système de santé et que la solidarité est organisée de manière à ce que ce ne soit pas de l'argent détourné, des fonds qui prennent d'autres chemins, je pense que la population peut participer à cette solidarité en parallèle, bien sûr, de l'augmentation du budget de l'État au niveau de la santé. Docteur Dirk Chaka, quelles sont vos attentes en tant que médecin congolais du congrès qui est annoncé, qui pourrait recadrer l'état d'urgence sanitaire par une loi de mise en application? Est-ce que vous attendez des contours clairs sur des mesures qui ont été prises, sur le confinement de Kinshasa ou sur d'autres mesures à prendre? Je pense que le trépied de la riposte actuellement, tel qu'on le voit dans le monde, c'est le confinement qui est quelque chose d'adaptable à chaque contexte, mais qui permet de diminuer ou bien de couper la chaîne de contagion de la maladie dans le milieu. Les dépistages de masse, comme on le voit ailleurs, tout le monde se met en branle pour dépister le plus de cas possible et permettre d'isoler les personnes qui peuvent être de source de contamination pour la communauté. Et troisièmement, c'est la prise en charge correcte et des malades qui sont dépistés. Et chez nous, je pense que nous sommes en train de bien avancer sur 2 points. Ça veut dire la capacité de prise en charge est en train de s'améliorer. Et le deuxième point, c'est la capacité aussi le confinement a été fait d'une certaine manière, même s'il faut penser à l'adapter autrement pour permettre d'atteindre d'autres zones au-delà de la Gombe, mais peut-être aussi par des approches plus ciblées, par des groupes cibles, des groupes vulnérables. On peut être en mesure, par exemple, si on fait, je donne un exemple, faire les dépistages des convoyeurs, parce que quelqu'un a dit que c'est des grands vecteurs qui peuvent être des grands vecteurs de la maladie. Si on fait une campagne de dépistage de convoyeurs et voir quel est l'impact que la maladie a eu auprès de ces personnes qui sont en permanence exposées avec des tas de personnes qui fréquentent leur voiture, on peut aussi nous permettre d'avoir une idée de ce que se cache derrière ces statistiques qui sont plutôt faibles jusqu'à ce point. Et le troisième point, c'est celui des dépistages en masse. Il faudra qu'on soit en mesure de peut-être davantage décentraliser le dépistage tout en gardant le contrôle de qualité que cela exige, mais être en mesure, et je l'espère, que cela pourra être très rapidement fait, de dépister en masse dans différents coins de la République, mais aussi à Kinshasa, à faire des dépistages pour des plus grands nombres. Donc, si l'Assemblée nationale peut prendre des mesures qui garantissent davantage de ressources au système de santé, et particulièrement en période de crise comme celle-ci, pour que les structures médicales s'améliorent dans leur infrastructure et dans leur plateau technique, mais que aussi ça soit une opportunité, comme le docteur Roger le disait, de penser effectivement à doter les pays d'une couverture sociale et davantage d'assurance santé pour que cela ne puisse pas qu'être une question d'urgence, mais que le Congo se dote effectivement d'un système de santé capable de faire face aux défis de santé qui sont les nôtres. Ils sont très nombreux et en permanence, et nous devrions donc nous servir de l'opportunité de ce choc pour pouvoir mettre en avant l'importance de la santé de la population comme étant le premier vecteur d'ailleurs de productivité et même de bien-être social. Est-ce que les essais cliniques annoncés en RDC s'inscrivent dans cette recherche de bien-être social des Congolais? Suivant quelle modalité pourrait-on organiser ces essais cliniques dans le pays? Moi, je peux dire que
il est très important de tenir en compte la psychologie sociale et la crise psychologique que crée effectivement cette pandémie. Et il est important de tenir en compte toutes les exigences déontologiques et éthiques que peut imposer un processus de recherche de vaccins dans le contexte qui est le nôtre. Et tenir en compte de tous les aspects, les impacts sociaux et tout ce que cela requiert en termes de pression ou alors comment je peux dire, d'assentiment éclairé de la population. Donc, il y a un tas de préalables qui doivent être pris en compte. Et je pense qu'en fin de compte, quand on parlait de l'Assemblée nationale et toutes les institutions du pays, il est important que chacun, dans ce qui est de ses attributions, analyse la question et que cela ne soit pas effectivement fait sans pourtant tenir compte du réel défi de prise en charge d'abord qui se pose de l'impact psychologique de la maladie et de tout ce que les gens ont comme phobie, peur, rejet. Et il ne faut surtout peut-être pas le faire contre la vie générale ou sans l'assentiment d'une certaine tranche avisée de la population. Et à cela, les institutions ont une grande responsabilité, que ce soit les institutions universitaires, l'Assemblée nationale et toutes les autres institutions qui doivent protéger les Congolais davantage, la population congolaise, contre toute forme de pratiques qui ne pourraient pas rencontrer le rassentiment. Donc, je suis d'avis que la recherche scientifique doit se faire, mais elle doit tenir compte effectivement de tous les préalables requis avant qu'il ne puisse être mis en place. Et donc, par rapport à ça, il faudra naturellement comprendre si tous les préalables sont rencontrés et comment cela se passe avant qu'une telle décision ne puisse être prise, chacun selon la responsabilité qui lui revient. Vous partagez cet avis, Dr Roger Kamba? Non seulement je partage, mais je me bats tous les jours dans le cadre de mes fonctions pour qu'on arrive à ça, parce qu'en fait, c'est finalement tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est autour de l'homme. Je pense qu'il n'y a pas d'économie qui évolue pour l'économie. Il n'y a pas de santé, enfin, de mécanismes de prise en charge qui évoluent pour eux-mêmes. Tout ça, c'est pour mettre l'homme au centre. Et je pense que dans notre pays, cela va être encore plus important de penser correctement pour que la population congolaise soit mieux prise en compte dans les décisions qu'on prend. Aussi bien, comme disait Dr Dirk, dans les recherches qu'on fait, les essais cliniques, il faut tenir compte de la population, de son avis, de ses inquiétudes, de ses angoisses. Et surtout, il faut tenir compte des réalités scientifiques. Et c'est pour cela que c'est très important que tout le monde soit impliqué dans des décisions qui impactent la vie nationale. Et effectivement, il faut que nous n'oublions pas que c'est du système de santé en général que nous parlons. La crise est juste révélatrice de cette urgence-là de repenser globalement la chose. Et si nous pouvons tirer des bonnes leçons de cette crise, je pense que ça nous permettrait en fait d'en sortir par le haut, malgré le défi de mortalité et de morbidité que cette crise nous donne. Un dernier mot justement, Dr Roger Kamba. Qui est aujourd'hui les visages de la riposte contre Covid-19 en RDC? On a du mal à voir entre la task force présidentielle, le ministère de la Santé, la cellule des ripostes contre les Covid. Qui gère quoi finalement? Je ne pense pas qu'on a besoin d'avoir un visage particulier, mais avoir une coordination bien huilée, c'est le plus important. Alors, qui gère quoi? La question pose le défi de la crise elle-même. La crise, elle est tellement large qui dépasse très vite le secteur de la santé. Au niveau de la santé, de façon très opérationnelle, le professeur Mouyembe a la lourde tâche de répondre à 3 questions précises. Comment interrompre la chaîne de transmission de cette maladie? Deuxièmement, comment soigner les malades qui sont déjà identifiés? Et troisièmement, comment surveiller l'épidémie? Au niveau du ministère, il faut appuyer le système de santé, continuer à l'améliorer et profiter de cette occasion pour le renforcer, mais en même temps continuer à garder à l'esprit qu'on a beaucoup de défis de santé qui ne sont pas liés au Covid. Je vous rappelle juste que la rougeole, par exemple, tue beaucoup plus que le Covid et nous sommes en pleine épidémie de rougeole ici. Et sans compter les autres épidémies et toutes les autres maladies qui posent un gros défi au système de santé. Donc le ministère de la Santé, tout en aidant le système de riposte, en mettant à disposition les structures de soins et les structures de réponse rapide, doit s'occuper, encore une fois, de toutes les autres composantes de la santé. Alors, la task force présidentielle, elle, est un petit peu
au-dessus de tout ça, parce que l'idée ici, c'est de donner au président les moyens de décider très rapidement, étant donné la vitesse avec laquelle cette épidémie avance. Et en tenant compte aussi, en évaluant tous les autres aspects, notamment les aspects économiques et sociaux, que l'équipe du secrétaire technique ne peut pas répondre, auquel il ne peut pas répondre, et auquel ne peut pas répondre non plus le ministère de la Santé. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a une task force qui permet en fait de voir tous les aspects de la crise pour faciliter le travail du secrétaire technique, du professeur Muyembe, mais aussi pour prendre en compte les conséquences autres que la santé qui peuvent en découler, tout en proposant des chemins de prise en charge des conséquences comme, par exemple, les problèmes sécuritaires, les problèmes sociaux, les problèmes diplomatiques qui peuvent en découler. Je vous donne un exemple. La Chine, par exemple, commence à refuser d'exporter un certain nombre de produits qui entrent dans la composition des médicaments comme la chloroquine et autres. Mais vous voyez bien que ça, c'est pas une réponse que peut donner le professeur Muyembe, qui lui a une réponse précise aux 3 questions, comme je vous ai dit. Donc, ce n'est pas que on doit avoir un visa, et c'est qu'on doit répondre correctement à la crise en tenant compte de tous les aspects que cette crise suscite. Merci beaucoup à vous deux. Nous avons eu une connexion difficile aujourd'hui depuis Kinshasa, mais on a pu quand même enregistrer notre échange. Merci encore et à bientôt. Merci beaucoup, M. Kibangula. Merci beaucoup, docteur, et au plaisir. Merci, Trésor.